Ma voisine a frappé à 2 heures, en larmes, « Laisse-moi entrer. S'il te plaît. Ne pose pas de questions. » J'ai ouvert, elle était terrorisée. Puis j'ai vu l'ombre. Il était 2 heures du matin. 2 heures du matin, et le silence dans ma nouvelle maison était si épais qu'il en devenait assourdissant. C'était la première nuit depuis des mois, peut-être des années, où je me sentais enfin, en sécurité. Je m'appelle Léonie, j'ai 35 ans, et j'avais emménagé dans ce petit hameau isolé des Ardennes, près de la frontière belge, il y a seulement 3 semaines. Ce n'était pas grand-chose, juste une vieille maison en pierre avec des volets bleus fatigués, mais c'était à moi. Ou du moins, c'était loué à mon nom. Après 10 ans d'un mariage étouffant et un divorce qui m'avait laissé vider, financièrement et émotionnellement, j'avais besoin de ça. J'avais besoin du silence. Mon ex-mari, Antoine, un homme d'affaires brillant et manipulateur de Lyon, n'avait cessé de me le répéter pendant la procédure. « Tu es trop faible, Léonie. Tu es trop sensible. Tu ne survivras jamais seule. » Cette maison, c'était ma réponse. Ma tentative de me prouver qu'il avait tort. Je m'étais fait une tisane, enroulée dans un plaid sur le canapé, un livre posé sur mes genoux. Dehors, la forêt était une masse noire et paisible. J'écoutais le crépitement du feu dans la cheminée. C'était la paix. La paix que j'avais si désespérément cherchée. Et puis, le silence a volé en éclats. Bam. 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 Ce n'était pas quelqu'un qui frappait poliment. C'était quelqu'un qui cognait. Une percussion sourde, désespérée, qui a fait vibrer la vieille porte en chêne. Mon cœur s'est instantanément logé dans ma gorge. Ma première pensée, irrationnelle et glacée, Antoine. Il m'avait retrouvée. Il était venu me prouver que je ne pouvais pas lui échapper. Bam. Bam. Puis, j'ai entendu un son qui n'appartenait pas à Antoine. Un gémissement. Un sanglot étouffé. Je me suis levée, renversant ma tisane. J'ai rampé jusqu'à la porte, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai posé mon œil sur le Judas, m'attendant à tout. Mais ce n'était pas Antoine. C'était Martine. Ma voisine. La femme de 50 ans qui vivait dans la maison 2 parcelles plus loin. Martine était là, sous le faible éclairage de mon Porsche, mais ce n'était pas la Martine que je connaissais. Elle n'avait pas son manteau. Elle était en pyjama fin, pieds nus sur la pierre glacée de novembre, tremblant si fort que tout son corps était secoué de spasmes. Ses cheveux gris étaient collés à son visage par la sueur ou la pluie. Et ses yeux étaient la définition même de la terreur pure. Qu'est-ce qui pouvait terrifier à ce point une femme de 50 ans dans notre hameau endormi? Ma voisine a frappé à 2 heures du matin. Elle était en larmes, terrorisée. « Laisse-moi entrer », a-t-elle supplié, sa voix brisée par le froid et la peur. « S'il te plaît. Ne pose pas de questions. » Mon cerveau, encore embué par le sommeil et la peur d'Antoine, n'a pas traité l'avertissement. J'ai juste réagi à la détresse humaine. J'ai déverrouillé la porte. Je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir complètement. Martine s'est jetée à l'intérieur, me bousculant au passage. Elle a claqué la porte derrière elle avec une force choquante. Avant même que je puisse dire un mot, ses mains tremblantes, presque griffues, ont tourné le lourd verrou de sécurité que j'avais fait installer. Elle s'est appuyée contre la porte, le dos collé aux chaînes, haletante, comme un animal traqué. « Martine ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez bien ?» Elle a secoué la tête, ses yeux passant frénétiquement de la fenêtre du salon à la porte de la cuisine. « Koa, tout, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Koa, toutes les portes. Éteins les lumières. Maintenant. Ils arrivent. Ils. Qui ça, ils ? Ne pose pas de questions, a-t-elle crié, ou plutôt sifflé, d'une voix pleine de panique. S'il te plaît, Léonie, fais ce que je dis. C'est là que je l'ai vraiment vue. À la lumière de la lampe du salon, j'ai vu que la manche de son pyjama en flanelle était déchirée au niveau de l'avant-bras. Et elle était trempée. Pas d'eau. C'était sombre. C'était du sang. Vous êtes blessé, ai-je dit, mon instinct d'assistante vétérinaire prenant le dessus. Ce n'est rien, a-t-elle dit en serrant son bras contre sa poitrine. Les lumières, Léonie.
J'ai appuyé sur l'interrupteur du salon, nous plongeant dans l'obscurité presque totale, à l'exception de la lueur mourante de la cheminée. Bien, a-t-elle soufflé. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je me suis approchée de la fenêtre. Martine a essayé de m'attraper le bras, mais j'ai regardé. Mon jardin. Ma pelouse tranquille. Il y avait quelque chose. Au début, je pensais que c'était un arbre, ou peut-être l'ombre du vieux chêne. Mais non. C'était immobile. Une silhouette. Grande, incroyablement grande et large, vêtue de noir. Elle se tenait juste à la lisière de la forêt, à moins de 50 mètres de ma maison. Elle ne bougeait pas. Elle ne tentait pas de s'approcher. Elle se tenait là. Et elle regardait. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas un voisin perdu. Ce n'était pas un animal. Qui est-ce, ai-je chuchoté, ma voix tremblant autant que Martine. Je ne sais pas, a-t-elle menti, ses yeux fixés sur la silhouette. Mais il n'est pas seul. J'ai réalisé que peu importe ce que Martine fuyait, en ouvrant cette porte, je l'avais laissé entrer. Et tout ce qui la poursuivait était déjà venu jusqu'à ma porte. Avant de vous raconter ce que cette ombre a fait ensuite, et la vérité terrifiante que Martine cachait, je veux prendre une seconde. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne. C'est très important pour moi. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Est-ce qu'il est tard chez vous aussi? Savoir que vous êtes là, à l'écoute, compte beaucoup. Parce que cette nuit-là, j'étais seule. Plus seule que je ne l'avais jamais été. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Léonie. 35 ans. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à Lyon, mariée à Antoine. Antoine était charmant, réussi, et il m'a lentement, méthodiquement, brisé. Il contrôlait tout, nos finances, mes amitiés, et surtout, mon estime de moi. Tu es trop sensible, Léonie, disait-il en souriant, comme si c'était une blague affectueuse. Tu n'y arriveras jamais seule. Tu as besoin de moi pour te protéger du monde. Quand j'ai finalement trouvé le courage de demander le divorce, ce fut une guerre. Une guerre qu'il a menée avec ses avocats et son argent, me laissant avec presque rien, à part ma vieille voiture et un sentiment écrasant d'échec. Ce hameau dans les Ardennes, c'était ma rébellion. C'était l'endroit le plus éloigné, le plus calme, le plus indépendant que j'avais pu trouver avec le peu d'argent que j'avais. J'avais trouvé un petit boulot d'assistante vétérinaire dans la ville voisine. C'était un nouveau départ. Et puis, il y avait Martine. Elle vivait ici depuis 1 an, disait-on. Elle se présentait comme une artiste, une illustratrice de livres pour enfants. Elle était polie, mais distante. Le genre de personne qui vous fait un petit signe de la main mais ne s'arrête jamais pour bavarder. Je respectais ça. Moi aussi, je voulais qu'on me laisse tranquille. Mais je l'avais remarqué. La semaine dernière, en allant chercher mon courrier, je l'avais vue près de sa boîte aux lettres. Elle portait un t-shirt à manches courtes, et j'avais vu les bleus. Des ecchymoses sombres, violacées, sur son poignet, remontant sous sa manche. Comme si quelqu'un l'avait empoigné. Très fort. Oh mon Dieu, Martine, ça va, m'étais-je exclamé. Elle avait sursauté, cachant instinctivement son bras. Oh, ça? Rien du tout, avait-elle dit en riant nerveusement. Je suis tellement maladroite. Je suis tombée dans l'escalier de mon atelier. J'avais hoché la tête, mais je n'y avais pas cru. J'avais passé 10 ans à cacher mes propres bleus émotionnels. Je savais reconnaître une femme qui mentait pour se protéger. Maintenant, elle était dans mon salon, en sang, et une ombre nous regardait depuis la forêt. Je savais au fond de moi que ce n'était pas une chute. Et la personne qui la poursuivait n'était pas un mari en colère. Nous sommes restés immobiles dans le noir, Martine contre la porte, moi près de la fenêtre, retenant mon souffle. La seule chose que j'entendais était le tic-tac de la vieille horloge de ma grand-mère sur la cheminée. Et puis, j'ai entendu autre chose. Des bruits dehors. Ce n'étaient pas les bruits normaux de la forêt, les craquements de branches ou le ululement d'une chouette. C'étaient des bruits humains. Mais des bruits contrôlés. J'ai entendu le crissement léger de gravier sous des bottes. Pas des baskets. Des bottes lourdes. Puis, plus loin sur la petite route qui menait à nos maisons,
j'ai entendu le son étouffé d'une portière de voiture qui se ferme. Un clic lourd, suivi d'un autre. Ils sont plusieurs, ai-je murmuré, la bouche sèche. Martine a hoché la tête, ses yeux fermés. Elle ne tremblait plus. Elle était passée de la panique à une sorte de résignation terrifiée. Je me suis risqué à jeter un autre coup d'œil. L'ombre avait disparu de la lisière de la forêt. Mon cœur a eu un soubresaut d'espoir. Peut-être était-il parti? Non. Je l'ai vu. Une autre silhouette, puis une autre, se déplaçant le long de la clôture de mon voisin. Il ne courait pas. Il marchait. Méthodiquement. Il prenait position. J'ai reculé d'un bond de la fenêtre. Martine, ce ne sont pas des voleurs. Ils ont l'air organisés. Comme des militaires, ou... Je sais, dit-elle. Sa voix était plus stable maintenant, mais glaciale. Ce sont eux. Mon instinct d'assistante vétérinaire, habituée aux urgences, essayait de prendre le dessus. Analyser la situation. Trouver une solution. Mais mon cerveau civil était en état de choc. Qu'est-ce qui se passait? On doit appeler la gendarmerie, ai-je dit en cherchant mon téléphone sur la table basse. Non, dit Martine, si fermement que ça m'a arrêté net. Pourquoi pas? C'est notre seule chance. Vous ne comprenez pas, Léonie. S'ils sont là, c'est qu'ils savent déjà tout. Ils savent que je suis ici. Un son de talkie-walkie a crépité au loin. Un ordre bref, étouffé. Ils n'essayaient même pas d'être parfaitement silencieux. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient dans un hameau isolé, à 2 heures du matin, avec 2 femmes seules. Ils avaient le contrôle total. Mon sentiment d'indépendance, ma petite maison de pierre, tout cela me semblait soudain être une blague cruelle. Ce n'était pas une forteresse. C'était un piège. Martine m'a regardé, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. Ils ne vont pas frapper à nouveau, Léonie. Ils ne vont pas essayer de crocheter la serrure. Que vont-ils faire alors? Ils vont entrer, dit-elle. Et ils ne vont pas se presser. Ils ne cherchaient pas à entrer. Pas encore. Ils prenaient position. La question n'était pas s'ils allaient entrer, mais quand. C'est absurde, ai-je chuchoté, plus pour moi-même que pour Martine. On est en France. Dans les Ardennes. On n'est pas dans un film. Ma main a trouvé mon téléphone portable sur la table basse. L'écran était noir. Je m'en fiche de ce que vous dites, Martine. J'appelle le 17. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran ne s'est pas allumé. J'ai appuyé encore, plus fort. Rien. La batterie était pleine, j'en étais sûre. Qu'est-ce que... Non, a crié Martine, mais c'était un cri étouffé, plein d'effroi. Léonie, ne faites pas ça. Au moment où elle a parlé, mon téléphone a vibré dans ma main. L'écran s'est allumé d'un coup. Mais ce n'était pas mon écran d'accueil. C'était un appel entrant. Le nom qui s'affichait était « APPEL masqué ». J'ai lâché le téléphone sur la table comme s'il était brûlant. Il a sonné une fois. Une sonnerie stridente qui a déchiré le silence de la pièce. Puis, il s'est tu. L'écran est devenu noir. Et il est mort. Vraiment mort. Je l'ai regardé, horrifié. Comment ils ont fait ça? Je vous l'ai dit, dit Martine, sa voix tremblante. Ils contrôlent tout. Les réseaux. Tout. Je me suis sentie violée. Mon espace personnel, mon téléphone, mon dernier lien avec le monde extérieur, ils y avaient accès. La voix d'Antoine m'est revenue. Tu es si naïve, Léonie. Tu penses que le monde est gentil. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ai-je demandé, ma voix se brisant. L'argent? Je n'ai rien. Martine a plongé la main dans la poche de sa robe de chambre ensanglantée. Elle en a sorti quelque chose de petit. Un objet métallique, pas plus grand que mon pouce. Une clé USB. Elle l'a posée sur la table, entre nous. Elle brillait faiblement à la lueur de la cheminée. Voilà ce qu'ils veulent, dit-elle. Une clé USB? Tout ça, pour une clé USB? Ce n'est pas n'importe quelle clé, Léonie. C'est la preuve.
La preuve de tout ce qu'ils font là-bas. Là-bas où? Martine, vous devez me dire. Elle a secoué la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je ne peux pas. Je ne voulais pas vous impliquer. Je pensais pouvoir m'enfuir. Eh bien, je suis impliquée maintenant, ai-je sifflé, la peur se transformant en une colère froide. Qu'y a-t-il sur cette clé? Des choses inhumaines. Des expériences. Des noms. Des enregistrements. Elle m'a regardé, ses yeux me suppliant de comprendre. S'ils la trouvent, ils ne me tueront pas seulement. Ils vont nous tuer toutes les deux, Léonie. Ils vont vous tuer, juste parce que vous m'avez ouvert la porte. J'ai fixé la petite clé USB. Un objet si banal. Mais à cet instant, c'était l'objet le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Mon ex-mari avait piraté mes emails. Mais ça, c'était une autre dimension. C'était le pouvoir de faire disparaître les gens. Mon esprit refusait d'accepter. Des expériences? Comme dans un film de science-fiction? Martine, c'est fou. Bip. Bip. Un son faible, électronique, a coupé ma phrase. Il venait de ma tablette, posée sur le comptoir de la cuisine. J'avais installé une petite caméra de sécurité dans le jardin arrière. Pas pour la sécurité, vraiment. C'était pour surveiller mon chat, Ulysse, quand il sortait. La tablette était connectée au Wi-Fi interne de la maison, elle n'était pas sur le réseau cellulaire. Apparemment, il ne l'avait pas encore trouvée. L'écran affichait une notification, mouvement détecté, jardin arrière. J'ai attrapé la tablette. J'ai ouvert l'application. La caméra infrarouge s'est activée, montrant mon petit jardin en nuances de gris fantomatique. Et il était là. Pas l'ombre de la forêt. Un autre homme. Il était entièrement vêtu de noir tactique. Casque, gilet pare-balles, et ce qui ressemblait à un fusil d'assaut court, tenu contre sa poitrine. Il portait des lunettes de vision nocturne. Il ne regardait pas la caméra. Il scannait méthodiquement ma porte arrière, ma fenêtre de cuisine. Il était professionnel. Et il était dans mon jardin. J'ai failli laisser tomber la tablette. Oh mon Dieu, ai-je respiré. Martine s'est approchée. Elle a vu l'image. Elle n'a pas semblé surprise. Juste, fatiguée. La Pinède, dit-elle. Quoi? La Pinède? C'est la clinique privée de luxe, de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Non. Pour les riches, les cures de désintoxication. Martine a eu un rire sec, sans joie. C'est la façade. C'est ce qu'il montre au monde. Derrière, c'est autre chose. Elle s'est assise lourdement sur une chaise de cuisine. Je ne suis pas artiste, Léonie. Je suis infirmière. J'étais infirmière-chef là-bas. Elle a relevé les yeux vers moi, son regard était hanté. Ce n'est pas une clinique. C'est un laboratoire. Un laboratoire privé, financé par des gens au-dessus de tout. Au-dessus des gouvernements. Ils ne font pas de cure de désintoxication. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des recherches, dit-elle en frissonnant. Sur des sujets humains. Des gens que personne ne réclamera. Des sans-abri de Bruxelles, des réfugiés sans papier de Calais. Ils les appellent sujets invisibles. Ils testent des produits pharmaceutiques non autorisés, des technologies neurologiques. Ils les démontent, Léonie. Mon estomac s'est retourné. Et vous avez pris ça. J'ai montré la clé USB. C'est la sauvegarde de leur serveur central. Tout y est. Les noms des patients, les noms des investisseurs, les enregistrements vidéo des procédures. J'ai compris l'ampleur du désastre. Et ils savent que c'est vous. Je pensais avoir été prudente. Je préparais ça depuis 1 an. Elle a pris une profonde inspiration. Je devais donner cette clé à quelqu'un. Un journaliste. C'est pour ça que j'ai déménagé ici, dans ce trou perdu. Un journaliste? Un journaliste d'investigation indépendant qui enquête sur eux depuis des mois. C'est lui qui m'a contacté. C'est pour ça que je suis ici. Elle m'a regardé. Votre frère. Bastien. Mon monde s'est incliné.
Bastien? Mon frère? Le rebelle, le raté de la famille, celui qui tenait un blog obscur sur la sécurité informatique? Il m'a donné un nom de code, dit Martine. Il m'appelait Corinne. Au moment précis où ce nom a été prononcé dans ma maison, quelque chose d'autre s'est réveillé. Un crépitement. Un son aigu, électrique, venu du coin du salon. J'ai tourné la tête. Sur une petite étagère se trouvait un babyphone. Un vieux modèle que j'avais gardé pour quand ma nièce venait me voir. Il n'était même pas censé être allumé. La petite LED verte s'est allumée. Un crépitement, puis une voix. Une voix d'homme. Calme. Cultivé. Sans émotion. Comme un professeur s'adressant à une classe turbulente. Martine. Vous pensiez vraiment que Mentor pouvait vous sauver? Martine a poussé un cri étouffé, mettant sa main devant sa bouche. Mentor, ai-je demandé, confuse. C'est le pseudonyme de Bastien, a-t-elle haleté. La voix a continué, amplifiée par le petit haut-parleur en plastique. Vous avez été une excellente infirmière, Martine. Mais une piètre voleuse. Et vous, la voix s'adressait maintenant à moi, et j'ai senti mon sang se glacer, vous, Madame Bernard. Léonie. Divorcée. Assistante vétérinaire. Vous auriez dû rester à Lyon, où votre ex-mari aurait pu vous protéger. Vous n'avez rien à faire ici. Il savait tout. Mon divorce. Mon travail. Ils étaient dans ma maison, à travers les ondes. Qui êtes-vous? Ai-je crié à la petite boîte en plastique. Je suis le docteur Vasseur, dit la voix. Et je suis l'homme à qui vous allez rendre ce qui m'appartient. Et puis, la torture psychologique a commencé. D'un coup, toutes les lumières intelligentes de ma maison, mes Philips que j'avais installées avec fierté, se sont allumées. Pleine puissance. Nous étions exposés. Puis elles se sont mises à clignoter. Rouge. Bleu. Rouge. Bleu. Comme une sirène silencieuse. Mon enceinte Google dans la cuisine, celle que j'utilisais pour écouter des podcasts, s'est mise à hurler. Mais ce n'était pas un podcast. C'était une chanson pour enfants. Au clair de la lune. Mais elle était jouée lentement, les notes distordues, comme dans un film d'horreur. Arrêtez, ai-je hurlé, en courant pour débrancher l'enceinte. Mais la télévision du salon s'est allumée à son tour. Pas d'image. Juste de la neige statique, et ce son, ce SSSSSH assourdissant. Lumière clignotante. Musique d'asile. Neige statique. Martine était au sol, ses mains sur ses oreilles, se balançant d'avant en arrière. Il nous brisait. Il n'avait même pas besoin d'entrer. C'était à deux, imaginez ça. Être piégé chez vous, pendant que l'ennemi contrôle vos lumières, votre musique. C'est une violation totale. C'est pire que d'enfoncer une porte. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous paniqué? L'auriez-vous supplié de prendre sa clé USB et de partir, juste pour sauver votre peau? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. Parce que pendant une seconde, j'y ai pensé. Et alors que la musique devenait assourdissante, j'ai entendu le son que je redoutais le plus. Le bruit aigu du verre qui se brise à l'étage. La fenêtre de la salle de bain. Ils étaient entrés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Ils sont là, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un souffle. Le son de « Au clair de la lune » s'est arrêté net. Le silence qui a suivi était pire. Un silence rempli par un nouveau son. Des bruits de pas lents. Méthodiques. Juste au-dessus de nos têtes. Des bruits de bottes lourdes sur le plancher de ma chambre. Martine était paralysée. C'est fini, a-t-elle murmuré. C'est fini. La voix d'Antoine, mon ex-mari, a résonné dans ma tête, claire comme le jour. Tu vois, Léonie. Je te l'avais dit. Tu es faible. Tu ne peux pas te débrouiller seule. Tu vas mourir ici. J'ai fermé les yeux. J'ai senti les larmes de panique monter.
J'allais mourir dans cette maison que j'avais choisie pour être libre, tout ça à cause d'une clé USB et d'une femme que je connaissais à peine. Non. Une colère froide, une rage que je n'avais pas ressentie depuis la dernière audience au tribunal, a soudainement remplacé la peur. Non, ai-je dit à voix haute. Martine m'a regardé, ses yeux vides. Non, ai-je répété, plus fort. Je ne vais pas mourir ici. Et vous non plus. La voix d'Antoine pouvait aller au diable. J'ai regardé la manche ensanglantée de Martine. Le sang s'était remis à couler, formant une petite flaque sur mon carrelage. Je ne suis pas médecin, ai-je dit, ma voix dure, méconnaissable. Je suis assistante vétérinaire. Mais je sais comment arrêter une hémorragie. Et je sais comment gérer un animal piégé. J'ai attrapé Martine par son bras valide. Levez-vous. Où allons-nous? Ils sont en haut. Nous allons en bas. À la cave. J'ai traîné Martine à travers la cuisine. La porte de la cave était une vieille trappe en bois. Je l'ai ouverte. Une odeur de terre humide et de vin bon marché nous a frappés. Descendez. Vite. J'ai fait descendre Martine, puis je me suis glissé derrière elle, refermant doucement la trappe au-dessus de nos têtes. Nous étions dans le noir complet. Léonie, je me sens faible. Restez contre moi. J'ai sorti de ma poche mon trousseau de clés, qui avait une petite lampe LED. Je l'ai allumé. J'ai vu le visage de Martine, pâle comme un linge. Mon sac, ai-je dit. J'ai mon sac de travail dans la voiture. Mais je n'ai pas les clés de la voiture. Puis je m'en suis souvenu. Mon sac de travail n'était pas dans la voiture. Je l'avais rentré hier soir. Il était juste à côté de la porte d'entrée. Ils sont peut-être encore dans les chambres, ai-je pensé. Ne bougez pas. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai fait ça. J'ai rouvert la trappe. J'ai rampé dans ma propre cuisine. J'entendais leur voix à l'étage. J'ai rampé jusqu'à la porte d'entrée, j'ai attrapé mon sac de travail en toile, et je suis retourné à la cave, fermant la trappe. J'ai ouvert le sac. Stéthoscope, thermomètre, et voilà. Gaz stérile. Bande de contention. Et du ruban adhésif vétérinaire, celui qui colle à tout. Ça va piquer, ai-je dit. J'ai coupé la manche de Martine et j'ai fait un garrot serré. Ils avaient des fusils. J'avais du ruban adhésif vétérinaire et la connaissance de cette maison. Et je n'allais pas m'effondrer. Pas cette nuit. Nous étions accroupis dans le noir, l'odeur de terre et de sang de Martine emplissant nos poumons. Au-dessus, le plancher grinçait. Ils descendaient. Ils étaient au rez-de-chaussée. J'entendais le bruit d'objets renversés. Ils retournaient mon salon. Ils cherchaient la clé USB. Ils ne la trouveront pas, ai-je chuchoté. Elle était toujours sur la table de la cuisine, là où Martine l'avait laissée. Ils vont descendre, halta Martine, sa respiration devenant sifflante. Non, ai-je dit. Pas encore. J'ai pointé ma petite LED vers le fond de la cave. Cette maison est vieille. Il y a une autre sortie. Une trappe à charbon. Elle donne sur le jardin arrière. Nous avons rampé sur le sol en terre battue. Et puis Martine s'est arrêtée. Elle a fouillé dans la poche de sa robe de chambre avec sa main valide. Qu'est-ce que c'est? Elle a sorti un autre objet métallique. Il était plus épais que la clé USB, carré. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? La Pinède, a-t-elle soufflé. Il développe tout. C'est un bloqueur thermique. Un prototype. Je l'ai pris en même temps que la clé. Mes yeux se sont écarquillés. Ça marche? Pour un temps limité. Elle a appuyé sur un petit bouton. L'objet n'a fait aucun bruit, mais une minuscule lumière bleue s'est allumée. Il crée une bulle de froid autour de nous. Il masque notre signature thermique. Leurs lunettes de vision nocturne, ils ne verront qu'un trou froid. Ça ne durera pas. Combien de temps? 10 minutes. Peut-être 15 si on a de la chance. Un bruit énorme au-dessus de nous. La table de la cuisine venait d'être renversée. Ils avaient trouvé la clé USB. J'ai entendu un cri de colère. Puis une voix, celle de Vasseur, mais pas à travers le babyphone.
Il était dans ma maison. Elle n'est pas dessus. C'est une fosse. Trouvez-les. Elles doivent être ici. La trappe de la cave s'est ouverte au-dessus de nous. Un faisceau de lumière blanche a balayé l'obscurité. Maintenant, ai-je crié. J'ai poussé Martine vers la trappe à charbon. C'était une vieille porte en bois pourri. Je l'ai frappée de l'épaule. Elle a cédé dans un bruit de bois éclaté. Restez près de moi. Ne lâchez pas le bloqueur. Attendez, dit Martine. Elle m'a tendu la vraie clé USB, qu'elle avait gardée dans son autre poche. Prenez-la. Vous êtes plus jeune. Plus rapide. J'ai hésité. La responsabilité était écrasante. Prenez-la. J'ai arraché la clé de sa main. Je n'ai pas réfléchi. Je n'avais pas de poche. J'ai enlevé ma botte, j'ai jeté la clé dedans, et je l'ai remise. C'était inconfortable, mais c'était sûr. Allez. Nous sommes sortis dans l'air glacial de la nuit. Derrière nous, j'entendais des cris. Ils descendaient dans la cave. 10 minutes pour notre vie. Le compte à rebours a commencé. Nous avons couru. Je ne savais même pas que je pouvais courir aussi vite. L'air de novembre était comme du verre brisé dans mes poumons. J'ai attrapé la main de Martine et je l'ai tirée. Elle avait 50 ans, elle était blessée, et elle s'effondrait. Je ne peux pas. Léonie, laissez-moi. Non. J'ai crié, la tirant avec une force que je ne me connaissais pas. La voix d'Antoine me disait que j'étais faible. Je lui prouvais le contraire à chaque pas. Derrière nous, des cris. Elles sont dans le jardin. Par là. Des faisceaux de lampes torchées balayaient la nuit. Puis j'ai entendu un son que je redoutais. Un bourdonnement aigu, comme un essaim de frelons en colère. J'ai levé les yeux. Un drone. Il planait au-dessus de la maison, ses lumières rouges et vertes clignotant. Son projecteur s'est allumé, un cône de lumière blanche aveuglante qui a commencé à balayer la lisière de la forêt. Le bloqueur, ai-je halté à Martine. Elle le tenait serré dans sa main. La lumière du drone est passée sur nous, s'est attardée, puis a continué. Il ne nous voyait pas. Ça marchait. Le bunker, droit devant, ai-je dit, voyant la petite colline de terre envahie par le lierre. C'était un vieux bunker allemand de la guerre, une relique oubliée. Nous étions à 10 mètres. 5 mètres. Un homme a déboulé du côté. Il était rapide. Plus rapide que les autres. Il ne portait pas le même équipement lourd. Il était vêtu de noir, un masque couvrant son visage. C'était l'ombre de la forêt. Le corbeau, comme Vasseur l'appellerait plus tard. Il m'a vu. Il a vu le trou froid que nous formions. Il a plongé sur moi. Je l'ai évité, mais il a attrapé quelque chose. Pas moi. Le sac que je portais en bandoulière. Mon sac à main, que j'avais attrapé instinctivement en quittant la cave. Il contenait mon portefeuille, mes clés de voiture, et, oh non. Ma tablette. Celle qui avait la caméra de sécurité. La sangle a cédé. Il a arraché le sac de mon épaule. J'ai trébuché, entraînant Martine avec moi. Nous avons roulé dans le fossé boueux qui menait à l'entrée basse du bunker. L'homme, le corbeau, s'est arrêté. Il tenait mon sac à main en l'air comme un trophée. Il n'a pas vu la clé USB. Il a vu la tablette à l'intérieur. J'ai le sac, a-t-il crié à ses coéquipiers. Elle avait une tablette. La clé doit être avec. Il s'est retourné et a commencé à courir vers la maison, vers ses maîtres, pensant avoir gagné. Il avait fait une erreur. Il avait le sac. Il n'avait pas la clé. Nous nous sommes traînés à l'intérieur du bunker. L'odeur de moisissure, de terre froide et de peur était suffocante. J'ai poussé la vieille porte en métal rouillé, la fermant autant que possible. Elle n'avait pas de serrure. J'ai allumé ma petite LED. Nous étions dans une boîte de béton. Le bloqueur thermique dans la main de Martine a émis un bip faible. La lumière bleue a clignoté. Il va s'arrêter, a-t-elle murmuré. Elle s'est affalée contre le mur, son visage était d'une pâleur mortelle. Martine, restez avec moi. Le garrot.
C'est trop tard pour moi, Léonie. Elle respirait difficilement. Mais pas pour vous. La clé, vous l'avez? J'ai tapoté ma botte. Oui. Vous devez la donner à Mentor. Point. Mon sang s'est glacé. Mentor? Vous l'avez dit tout à l'heure. Sébastien. Oui. Comment, pourquoi mon frère? Il est le seul. Elle a commencé à tousser, une toux sèche et douloureuse. Il est le seul à m'avoir cru. Il enquête sur Vasseur depuis 1 an. C'est son nom de code en ligne. Mentor. Je n'arrivais pas à y croire. Bastien. Mon frère, le raté, le conspirationniste de la famille, celui qui vivait de petits boulots de codage et passait ses nuits sur le dark web. Celui qu'Antoine avait toujours appelé le parasite. Martine a fouillé dans son soutien-gorge avec sa dernière once de force. Elle en a sorti un petit téléphone, fin comme une carte de crédit, enveloppé dans du plastique. Téléphone crypté. Usage unique. Il est programmé pour lui. Un seul appel. Un seul envoi de données. Elle me l'a tendu. Vite. Le bloqueur va lâcher. Mes doigts tremblaient. J'ai allumé le téléphone. Pas de menu. Juste un écran noir avec un mot, envoyé. J'ai sorti la clé USB de ma botte. Elle était chaude de la chaleur de mon corps. Il y avait un petit port sur le côté du téléphone. J'ai branché la clé. L'écran a changé. Une liste de fichiers est apparue. Des centaines. Vidéo Procedure 12b.mp4, liste-investisseur-iu.dat, compte-suisse-vasseur.pdf. Je n'ai pas le temps de tout envoyer, ai-je paniqué. N'essayez pas, a dit Martine. Un seul. Le plus petit. Le plus accablant. J'ai fait défiler la liste. Et je l'ai vu. Vasseur-ordre-élimination-corinne.wave. Mon cœur s'est arrêté. L'ordre de la tuer. J'ai sélectionné le fichier. J'ai vu une autre icône. Activer GPS. Je l'ai pressé. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un tan de progression est apparu. 10%. Dehors, j'entendais des cris. Ils avaient trouvé le sac vide. Ils se dirigeaient vers le bunker. 40%. Le bloqueur thermique a émis un long bip strident et la lumière bleue s'est éteinte. Nous étions exposés. 70%. J'ai entendu le bourdonnement du drone juste au-dessus de nous. 90%. Fichier envoyé. Au moment exact où le message est apparu, la porte du bunker a explosé, arrachée de ses gonds, et la lumière blanche aveuglante des lampes torchées nous a frappé en plein visage. J'ai levé la main pour protéger mes yeux. Ils étaient là. 3 hommes, dont le corbeau, se tenaient dans l'encadrement, leurs armes pointées sur nous. Ils se sont écartés. Docteur Vasseur est entré. Il n'était pas en sueur. Il n'était pas essoufflé. Il portait un élégant manteau barbour vert, comme s'il sortait pour une promenade matinale. Il a regardé Martine, affalée contre le mur, puis moi, accroupie et sale. Il a soupiré, un soupir d'exaspération. Madame Bernard. Léonie, dit-il, sa voix calme et posée résonnant dans le petit espace en béton. Vous salissez vos vêtements, pour quelque chose qui non seulement ne vous regarde pas, mais vous dépasse complètement. Le corbeau s'est avancé et a tendu à Vasseur mon sac à main, celui qu'il m'avait arraché. La tablette est dedans, patron. Mais pas de clé USB. Vasseur a pris le sac avec dédain. Elle pensait vraiment qu'une tablette contenait quoi que ce soit. Si puéril. Il m'a regardé. Où est-elle, Léonie? La vraie clé. Je n'ai rien dit. J'ai juste serré le petit téléphone crypté dans ma main. Vasseur a souri. Un sourire mince, sans joie. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Même si vous l'avez. Même si vous la donnez à votre frère, le petit mentor. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va en faire? Tout est crypté. Cryptage quantique, ma pauvre amie. Il faudrait des décennies à votre gouvernement pour le déchiffrer.
C'est inutile entre vos mains. Il s'est approché. Il a vu le téléphone dans ma main. Il l'a pris. Il a vu l'écran, fichier envoyé. Son visage, pour la première fois, a changé. Le calme a disparu, remplacé par une lueur de fureur froide. Qu'est-ce que c'est, a-t-il sifflé. Vasseur-ordre-élimination-corinne.wave, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Pas crypté, celui-là, n'est-ce pas? Un simple fichier audio. La fureur s'est transformée en glace. Il a compris. Il m'a regardé. Il a regardé Martine. Il a regardé le corbeau. Finissez-en, dit-il, sa voix redevenue calme. Proprement. Pas de désordre. Il s'est retourné pour partir, comme si la tâche était déjà accomplie. Le corbeau a levé son arme. Il n'a pas visé Martine. Il m'a visé. J'étais le témoin. J'étais le problème. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Antoine, qui avait dit que je mourrais seul. Il avait raison. Mais le son que j'ai entendu n'était pas une détonation. C'était un hurlement. Gendarmerie nationale. Posez vos armes. Au sol. Le hurlement provenait d'un mégaphone. D'un coup, la nuit s'est transformée en jour. Des projecteurs surpuissants, montés sur des véhicules, ont inondé le bunker et la zone environnante d'une lumière blanche aveuglante. J'ai ouvert les yeux. Le corbeau était figé, son arme toujours à mi-hauteur. Dr Vasseur s'était retourné, son visage décomposé par l'incrédulité. Des hommes en uniforme noir, siglés PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ont surgi de partout. Ils étaient casqués, armés jusqu'aux dents. En moins de 3 secondes, le corbeau et les 2 autres hommes armés ont été plaqués au sol, leurs armes mises de côté. Dr Vasseur, les mains en l'air. Doucement, a ordonné un gendarme massif. Vasseur, pâle, a levé les mains. C'est une erreur. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. C'est une affaire de sécurité d'État. Nous savons exactement à qui nous avons affaire, dit une voix familière. La voix n'appartenait pas à un gendarme. J'ai regardé au-delà des lumières bleues clignotantes. Bastien. Mon frère. Il n'était pas en uniforme. Il portait son jean habituel et un vieux blouson en cuir. Il se tenait derrière la ligne de sécurité, son téléphone à la main, enregistrant toute la scène. Il n'était pas un agent secret. Il n'était pas un soldat. Il était un journaliste. Nos regards se sont croisés. Il avait l'air épuisé, mais il m'a fait un petit signe de tête. J'ai eu le fichier, Léo, a-t-il crié par-dessus le bruit. J'étais déjà dans la région. Je savais que Corinne, Martine, ne répondait plus depuis 24 heures. J'étais en train de devenir fou. J'avais juste besoin de la preuve finale. L'enregistrement audio. C'était la clé. J'ai appelé l'unité du PSIG que j'avais déjà briefée il y a des semaines. Ils attendaient mon signal. Il s'est approché d'un des gendarmes. L'enregistrement audio que je vous ai transféré, mon capitaine. C'est un ordre de meurtre direct. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Le capitaine a fait un signe de tête à Bastien, puis à ses hommes qui menottaient Vasseur. Des infirmiers militaires sont arrivés en courant avec une civière pour Martine. J'ai regardé Bastien. Mon frère, le raté. Celui qu'Antoine appelait le parasite, celui qui perdait son temps avec ses théories du complot. Il venait de démanteler une opération illégale et de nous sauver la vie. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard. L'affaire a explosé. Le scandale de la Pinède. C'était à la une de tous les journaux, pas seulement en France, mais en Belgique, en Allemagne, partout en Europe. Le petit fichier audio que j'avais envoyé était devenu la pièce à conviction centrale, la preuve irréfutable, qui a permis aux enquêteurs de contourner toutes les protections politiques dont Vasseur bénéficiait. L'article de Bastien, publié en collaboration avec un grand quotidien national, a fait l'effet d'une bombe. Il a exposé des décennies d'expérimentation illégale, de financement occulte, et a mis en lumière le sort des sujets invisibles. Des familles ont commencé à se manifester, cherchant des proches disparus. Dr Vasseur a été arrêté et inculpé. Le corbeau
et ces hommes ont été identifiés comme d'anciens agents de la DGSE, agissant pour une société de sécurité privée liée à Vasseur. Martine, alias Corinne, a été placée sous protection des témoins dans un lieu sûr. Elle a survécu. Le garrot que j'avais posé avec mon ruban adhésif vétérinaire lui avait sauvé la vie, ont dit les médecins. Bastien est devenu, du jour au lendemain, l'un des journalistes d'investigation les plus respectés du pays. Il n'a pas laissé la gloire lui monter à la tête. La première chose qu'il a faite a été de venir me voir, de me prendre dans ses bras et de me dire « Tu l'as fait, Léo. Pas moi. Toi. Et moi ? Ma maison. Mon sanctuaire. Mon symbole d'indépendance. » C'était devenu une « scène de crime ». Pendant des semaines, elle a été passée au peigne fin par la police scientifique. Ils ont trouvé des micros cachés, des traceurs. Ils ont confirmé que mon téléphone, mon réseau Wi-Fi, tout avait été compromis bien avant cette nuit-là. Probablement depuis que Martine avait emménagé. Je ne pouvais pas y retourner. Pas comme ça. J'ai logé chez Bastien, à Lyon, pendant un temps, dormant sur son canapé, entouré de ses tableaux blancs couverts de notes. J'avais survécu à une attaque militaire privée, mais j'avais perdu ma maison. J'avais l'impression d'avoir échoué. D'avoir prouvé à Antoine qu'il avait raison. Je n'étais pas en sécurité seule. La justice avait gagné. Mais ma maison, mon sanctuaire de liberté, comment pouvais-je y retourner ? 6 mois ont passé. Le procès de Vasseur allait commencer. Bastien était absorbé par l'affaire, préparant son témoignage. Et moi, je suis retournée à la maison. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Je ne pouvais pas laisser Antoine, ou Vasseur, ou le Corbeau, me prendre cet endroit. J'ai tout changé. J'ai fait installer de nouvelles serrures, un système de sécurité haut de gamme, filaire, impossible à pirater. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai repeint le salon. J'ai repris mon travail à la clinique vétérinaire. Mon ex-mari, Antoine, a essayé de me contacter, bien sûr. Quand l'histoire est sortie, il m'a envoyé un email. Léonie, c'est la preuve que tu ne peux pas te débrouiller seule. Le monde est dangereux. Reviens à la maison, je te protégerai. J'ai lu l'email. J'ai vu la manipulation, la tentative de me récupérer en utilisant ma peur. J'ai cliqué sur « Bloquer cet expéditeur ». J'étais en train de préparer mon dîner, un soir d'avril. Le soleil se couchait sur les Ardennes, baignant la forêt d'une lumière dorée. On a frappé à la porte. Mon cœur, malgré tout, a fait un bond. Je me suis figée. Le vieil instinct de peur. Mais cette fois, ce n'était pas des coups sourds. C'était un toc-toc léger. Poli. J'ai respiré profondément. Je me suis approchée de la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Martine. Elle n'était plus pâle et terrifiée. Ses cheveux avaient repoussé, coupé court. Elle avait l'air, en bonne santé. Elle portait un simple jean et un pull. Et elle souriait. Un vrai sourire, timide. J'ai déverrouillé la porte. Les 3 serrures. Et je l'ai ouverte. Nous sommes restés là 1 seconde, sur le pas de la porte. Elle n'a rien dit. Je n'ai rien dit. Elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. C'était une étreinte forte, reconnaissante. Tu m'as sauvé la vie, a-t-elle murmuré dans mon épaule. Je l'ai serrée en retour. Non, Martine. Je me suis reculée pour la regarder dans les yeux. Tu t'es sauvée toi-même, le jour où tu as décidé de prendre cette clé et de courir. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre. Moi, j'ai juste ouvert la porte. C'était à 3, cette nuit m'a appris quelque chose. Le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. Mon ex-mari pensait que la force, c'était de contrôler les autres. Il avait tort. La force, c'est d'avoir peur à en mourir, d'entendre la voix dans sa tête qui vous dit que vous êtes faible, mais de tendre la main quand même. C'est d'ouvrir la porte. Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où ouvrir la porte, à quelqu'un, ou à une situation, a tout changé ? Un moment où vous avez choisi d'agir malgré la peur ? Partagez vos histoires, vos émotions, dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Merci de m'avoir écouté.